Bonjour à tous. En préparant cette communication, j'ai vérifié sur le site web du muséum. Je n'ai pas trouvé l'indication du site de Tautavel sur la carte des sites en région. Mais ceci dit, c'est normal. En fait, le muséum n'est pas Tautavel, n'est pas un site du muséum en région. Comme l'indique le titre, le muséum est partenaire de ce qui est devenu Tautavel, c'est-à-dire un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. Ceci dit, je regrette quand même un petit manque d'affichage qui, je l'espère à l'avenir, sera comblé sur le site web du muséum d'une façon générale. Et je profite de cette carte du coup pour vous situer le village de Tautavel que beaucoup d'entre vous connaissent, qui se situe donc à proximité de la ville de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Très joli environnement, je vous le conseille, jolie destination de vacances, à la fois point nature et scientifique et culturel. Donc la vallée ici de Tautavel, entre le village de Vingros et le village de Tautavel qui se situe ici, les gorges des Goulet-Roustes, tout cet environnement à proximité donc, de la grotte qu'on appelle Cône Kaona, cône grotte de l'Arago, donc qui est sur la municipalité de Tautavel, sur les terrains du village de Tautavel. Donc cette grotte, c'est le point de départ de l'histoire que je vous rapporte aujourd'hui. C'est aussi vraiment une source de rayonnement national et international scientifique pour le domaine de la préhistoire. C'est un site de référence pour l'histoire humaine en France et plus largement. L'histoire commence en 1964 avec le début des fouilles qui sont donc menées dans cette grotte. Grotte, vous le verrez tout à l'heure, à très haut remplissage stratigraphique, donc préservant réellement un matériel abondant et une histoire très longue. Donc on doit ce démarrage au professeur Henri Delemblay, à son épouse, à Jean Abellané, ici au professeur Jean Pifteau qui en 1971 vient participer à la mise au jour de ce crâne qui est le crâne de l'homme de Tautavel, dit Arago 21, qui est emblématique du plus vieil européen à l'époque, en 1971, maintenant du plus vieux français, puisque daté donc autour de 450 000 ans. Dans la suite de ces découvertes spectaculaires, la fouille continue jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, 5 mois par an, on a réduit un petit peu la voilure, on est à 4 mois par an maintenant. Il s'est vite imposé l'idée, en 1979, la nécessité de créer un musée, mais réellement un musée de site, c'est-à-dire qui rende compte des découvertes et des connaissances déduites de ces découvertes. Donc petit format, 300 mètres carrés au départ, et puis avec l'accumulation des découvertes, peut-être aussi un peu le développement de la préhistoire, des sciences préhistoriques en général. En 92, une extension nécessaire de ce musée, donc on passe à 1700 mètres carrés cette fois-ci, et puis également la construction d'espaces qui sont dédiés donc à la conservation et à la recherche sur place. Donc vous voyez qu'on est totalement dans ce concept de musée-laboratoire, et ce, dès la source étant le site archéologique lui-même qui fournit donc ensuite l'ensemble de la chaîne opératoire qui va produire de la recherche, produire de la connaissance et la diffuser au grand public. En 1993, donc, l'équipe de recherche qui est sur place pour ces différentes missions est regroupée dans une association qui s'appelle le Centre européen de recherche préhistorique de Tautavel, le CERP. En 2003, le musée de préhistoire devient donc musée de France. Et en 2012, donc, a lieu la fusion entre cette régie du musée, d'une part, et puis cette association qui regroupe cette équipe de recherche et de conservation, donc en 2012, donc époque assez récente, création donc de cet établissement public à caractère culturel le 1er janvier 2012,
donc qui va pérenniser la structure et son fonctionnement, le fonctionnement de toute la chaîne opératoire dont on a parlé, et puis impliquer différents partenaires, comme des partenaires locaux qui sont l'agglomération de Perpignan, la commune de Tautavel, l'État bien évidemment, vis-à-vis des ministères de l'enseignement supérieur de la recherche, le ministère de la culture, le muséum, l'université de Perpignan, UPVD, le CNRS et également le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Les missions de cette EPCC sont de conserver donc ces collections dont on a parlé, de favoriser les activités de recherche scientifique dans les domaines larges de la préhistoire, et puis également donc de diffuser la culture scientifique donc auprès des publics. Donc rapidement, l'organigramme de fonctionnement de cette EPCC qui s'appelle donc le CERP, il fonctionne sur la base d'un conseil d'administration qui comprend 21 membres de façon très commune, qui sont des représentants de l'État, des représentants des établissements publics qui sont les fondateurs, les collectivités territoriales, les personnalités qualifiées. Ce conseil d'administration administre le PCC, nomme le directeur, qui en l'occurrence est une directrice, il s'agit de Madame Sophie Grégoire, qui est elle maître de conférence à l'Université de Perpignan. Cette directrice est donc assistée d'un conseil scientifique dont les membres sont désignés par le conseil d'administration. Elle dirige cette EPCC et au-delà des actions que vous pouvez envisager, de la direction d'un tel organisme, elle va élaborer, mettre en œuvre au niveau du musée donc le programme scientifique et culturel en s'appuyant sur le conservateur qui est sur place et qui est responsable de la collection publique. Et cette directrice va également gérer, je vous l'ai noté parce que c'est un peu une spécificité, à Tautavel il y a un atelier de conservation et de restauration, un atelier de moulage d'objets préhistoriques, donc elle développe cet aspect-là, et puis elle va gérer aussi avec un conservateur des collections le mobilier archéologique qui est conservé sur place. Pour le pôle recherche, le cadre qui a été décidé avec la création de l'EPCC, c'est l'UMR 7194 qui, de fait, permet à l'ensemble des membres de cette EPCC, UPVD, aux partenaires aussi muséum, de développer les activités de recherche dans le domaine donc, de la préhistoire, dont je vais vous donner quelques éléments en suivant. Et puis également la formation universitaire. Vous connaissez le master du muséum quaternaire et préhistoire. Eh bien, l'université de Perpignan a développé un master aussi en sciences de l'archéologie. Et ces deux masters commencent une histoire maintenant commune de cohabilitation qui devrait donc être encore plus effective dans les années à venir. L'investissement strict du muséum, puisqu'on en parle ce matin, c'est évidemment en termes de financement pour la contribution à ces actions de recherche et de diffusion, mais c'est également une mise à disposition de personnel dont je fais partie, et au-delà de ma personne, donc on a Anne-Marie Moine qui est maître de conférence, qui est chargée de conservation des collections sur place, et puis Christian Perrenou qui est ingénieur d'études et qui lui est responsable de la fouille, c'est-à-dire il est titulaire de l'autorisation de la fouille de la cône de l'Arago. Vous savez que c'est une démarche qu'on fait tous les ans de rendre des rapports de fouille et tous les 3 ans de demander l'autorisation donc de continuer la fouille. Vous avez vu qu'on a commencé en 64, donc on est déjà à 52 ans de fouille dans la cône de l'Arago. Donc tout ce dispositif s'appuie sur le site de fouille, comme vous l'avez compris, sur les collections, comme nous l'avons évoqué, 2 types de collections, essentiellement, ça c'est pour Pierre, parce que c'est sa marotte, essentiellement des collections d'études, mais qui très régulièrement vont basculer vers des collections patrimoniales, patrimonialisées, donc au sein du musée de préhistoire de Tautavel. Plateforme et laboratoire sur place, et puis le musée dont on a parlé. Donc toujours l'intégralité de cette chaîne opératoire
produite dès le début finalement et pérennisée sous la forme d'un EPCC. Alors scientifiquement, quand même, c'est le point de départ et c'est certainement ce qui nous intéresse le plus. Cette grotte, je vous le disais, elle a un remplissage assez important, ce qui permet en fait une succession de dépôts qui vont depuis à peu près 700 000 ans à la base, moins 700 000 ans à la base, jusqu'à 100 000 ans au sommet. Donc on a 600 000 ans de l'histoire de l'homme qui sont enregistrés dans ces dépôts. Et vous voyez que cette histoire, elle va nous permettre de parler de variations climatiques, puisqu'entre les différents niveaux, on peut être sur l'ensemble 1 à 550 000 ans, l'ensemble 2, 450 000 ans, et l'ensemble 3, 400 000 ans. Donc on est sur des grandes phases de variation, période glaciaire, période interglaciaire, et on le voit très clairement dans l'enregistrement des différents sols et dans le mobilier archéologique. Ici, le sol G est un sol donc, de l'ensemble 2 daté à 450 000 ans, où on va avoir essentiellement du bœuf musqué parmi les proies ou les animaux qui sont récupérés par ces hommes préhistoriques d'il y a 450 000 ans. En revanche, le sol I ici, par exemple, est un sol qui indique plutôt un climat tempéré et donc un milieu interglaciaire. Ça, c'est pour vous donner une idée de la richesse des sols d'occupation qui sont mis au jour au cours de la fouille. Là sont les sols qui sont en cours de fouille, les sols PQ. Tout ce que vous voyez sont des ossements ou des industries lithiques enchevêtrées, donc c'est d'une richesse folle. Comme la technique de fouille est très très précise, évidemment ça met énormément de temps pour pouvoir obtenir le dégagement complet de tels ensembles. Juste pour vous montrer, on retrouve nos ensembles ici 1, 2, 3, donc des stades isotopiques 14, 13, 12, donc entre 550 000 ans et 400 000 ans. Et vous voyez que le spectre phonique entre deux périodes glaciaires, entre donc, le stade 14 et le stade 12, est un petit peu différent. Donc on a là des informations et paléo-environnementales et des informations en termes de comportement culturel, de comportement de chasse et de spécialisation. De très nombreux restes humains, c'est ce qui a fait le succès de la cône de l'Arago. Vous voyez qu'en un peu plus de 50 ans de fouilles, on a donc 149 restes humains, essentiellement des dents isolées, mais voilà, le plus beau morceau, c'est cette face découverte en 71, et puis également des éléments du membre supérieur et inférieur. Au niveau des dents, c'est évidemment un accès à des informations importantes, et notamment on a 31 dents qui sont des dents déciduales, c'est-à-dire des dents de lait, mais que les enfants ont perdu naturellement, donc ce qui nous donne une indication d'un certain mode de vie, de groupes un peu familiaux qui viennent, qui occupent la grotte et qui repartent selon une certaine itinérance. En 2015, la campagne 2015 nous a livré de nouveaux restes humains, notamment cette petite dent qui vous paraît certainement un peu menue, mais qui est importante parce que, vous le disiez, les fouilles en fait atteignent aujourd'hui des niveaux qui sont des niveaux à 550 000 ans, donc 100 000 ans plus anciens que notre traditionnel homme de Tautavel à 450 000 ans. Donc ce sont des niveaux qui commencent à livrer des restes humains, donc on espère qu'ils seront aussi riches que les précédents pour pouvoir faire des comparaisons et pouvoir discuter de continuité ou de discontinuité dans l'occupation humaine de la grotte et de la région. Voilà, d'un peu plus près, donc les deux incisives qui ont été découvertes dans ces niveaux à 550 000 ans. D'une façon générale, on a donc une ouverture sur les comportements de ces hommes, un comportement de subsistance, utilisation des ressources, et puis comportement aussi mortuaire, avec très probablement la preuve d'activités qui sont des activités anthropophages, cannibales, donc qui font partie de ce mode de vie. On s'intègre d'une façon générale dans l'histoire des très anciens peuplements, donc de l'ancien monde, voire de l'Europe ou de la France. Vous savez que maintenant, avec de très nombreuses découvertes récentes, on a vieilli encore, par exemple, la date d'arrivée de l'homme en Europe, qui est située autour de 1,8 million d'années, là où en 71, lors de la découverte du crâne, on était à peine à envisager 500 000 ans d'existence de l'homme en Europe. Donc on a vraiment maintenant un nouveau panorama, mais Tautavel tient tout à fait une place importante parmi
parmi ces anciens peuplements qu'on appelle aussi Acheléens, du fait de ces industries lithiques qui sont façonnées selon une procédure bien particulière, une technologie qu'on appelle l'Acheléen. Alors, juste quelques éléments pour terminer sur un peu l'actualité de ce site, avec ici une vision un petit peu sur le musée. Donc vous verrez que, vous pouvez constater par vous-même qu'à la fois on a ces grands dioramas qui sont des reconstitutions de scènes de vie qui restent assez fabuleux, mais le musée est un peu daté, il date aux années 92, donc évidemment il est un peu vieillissant, il a une vision très encyclopédique de la présentation de la connaissance à l'époque, donc il nécessite une rénovation qui est enclenchée. Ça y est, nous avons défini le nouveau PSC, Programme Scientifique et Culturel, qui a été validé par le ministère de la Culture, et la municipalité de Tautavel a trouvé des financements pour enclencher un début de rénovation, qui va aussi passer par une mise aux normes. Régulièrement, et ça c'était pas le cas avant le PCC, on essaie de présenter des expositions temporaires dans un petit espace de 300 mètres carrés. Nous avons présenté l'exposition Corée des origines, par exemple, en janvier dernier, laquelle exposition, grâce à l'intervention, à la participation de Pierre Pénicaud-Elzagueri, a pu être présentée au Balcon des Sciences au Musée de l'Homme sous une autre forme à partir du mois d'avril et jusqu'au mois d'août dernier. Et puis nous parlions du chantier de fouilles qui est à l'origine de l'intérêt évidemment et du rayonnement de Tautavel. Ce chantier de fouilles, il est chantier école. Donc c'est très important parce qu'il y en a très peu. Des fouilles programmées en France, il y en a très peu. 4 mois par an, ça n'existe pas. Depuis 52 ans, pas non plus. Donc si aussi on maintient cette activité de fouilles, c'est pour son intérêt scientifique, mais aussi parce que c'est réellement un chantier école qui forme énormément d'étudiants ou d'amateurs, au sens très large, essentiellement français, mais aussi provenant de divers pays. Donc c'est une école internationale où on vient apprendre la pratique de la fouille en préhistoire, ce qui reste une opportunité assez unique. Et puis un petit clin d'œil pour terminer, justement, puisqu'on parle étudiants, formation, avenir, sur donc ce master qui, cette année encore, en fait, a réuni ici, vous avez tous les étudiants du master de Paris, quaternaire et préhistoire, de Perpignan, c'est-à-dire sciences de l'archéologie, qui sont réunis dans une excursion commune en Pyrénées, en Dordogne. C'est vraiment une expérience très riche et qui montre que nous allons vers une cohabitation de ces masters qui sera, nous l'espérons, plus effective prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.